Bienvenue sur Breakthrough Burnout, le podcast bilingue qui vous aide à mieux comprendre le burn-out et vous donne les clés pour vous reconstruire et revivre. Je suis Florence Parot, sophrologue, coach, auteur, spécialiste du burn-out et ex-burnouté. Au cours des épisodes du podcast, en solo ou en conversation avec d'autres spécialistes, en français ou en anglais, je vous aide à comprendre toutes les facettes du burn-out pour mieux l'éviter ou le surmonter. Breakthrough Burnout, c'est le podcast qui vous aide à comprendre et revivre. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir pour cet épisode Anne Évrard. Anne, bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation. Je vais peut-être d'abord vous laisser vous présenter tout simplement pour nos auditeurs. Oui, bonjour Florence, merci de m'accueillir aujourd'hui, je suis ravie d'être là. Donc mon nom est Anne Évrard, aujourd'hui j'ai 55 ans, je suis juriste de formation. J'ai d'abord travaillé 20 ans dans les télécoms, comme avocate, comme directrice des ressources humaines et puis même en cabinet ministériel. Et tout se passait bien, mais je commençais à avoir fait le tour de ma matière. Alors je me suis dit, je vais lancer ma propre entreprise. Et 2 ans plus tard, un samedi matin, je me suis réveillée et je me suis dit, ouah, je peux pas me lever. Le mot burn-out m'est venu en tête. C'était pourtant il y a une dizaine d'années et on n'en parlait pas beaucoup. Une sorte d'intuition et je m'étais pas trompée. J'ai commencé par dormir 18 heures par jour les 3 premiers mois et puis doucement, j'ai remonté la pente. J'ai compris en réalité ce qui m'arrivait et ce que je pouvais faire pour sortir de cette situation. J'ai trouvé que c'était tellement, je dirais presque ahurissant en fait, que ça puisse m'arriver. J'avais rien vu venir. Certes, j'avais tous les signes annonciateurs, mais moi, je le savais pas. Et donc, j'ai vraiment pris le mur et donc j'ai écrit il y a 10 ans maintenant, le guide du burn-out, que vous connaissez, Florence, hein, je pense. Voilà Voilà. l'édition de poche. C'est le livre le plus vendu dans les pays francophones encore aujourd'hui, 8 ans après sa parution. Euh, Et je voulais expliquer au monde ce que c'était, comment l'éviter si possible, et puis si malgré tout on était arrivé jusqu'au burn-out, mais bien comment en sortir. Et je vais t'amener là-dessus. En fait, quand le livre est paru, en réalité, je ne l'avais pas anticipé, mais les gens m'ont demandé de venir parler en fait de ce que j'avais compris du burn-out, d'abord en maison médicale ou dans des centres culturels et de plus en plus en entreprise. Et donc, ça fait 10 ans maintenant que, en réalité, je fais de la prévention du burn-out et de la prévention de la santé en général. Et puis, j'aide aussi les gens à sortir du burn-out. Mais plus en groupe, moi. Je fais des interventions vers le public, pas en individuel. Formidable. Voilà pour l'introduction, Florence. J'espère que vous me situez mieux Tout, et vos auditeurs aussi. tout à fait, merci Anne. Alors justement, voilà, ce livre, ça se voit, hein, j'ai mis plein de petits signets et tout, je l'ai adoré, je l'ai parcouru, je reviens dessus. Et il y a vraiment une notion dedans, moi, qui me plaît énormément, c'est cette théorie des petites cuillères. Alors j'aimerais beaucoup que vous nous en parliez, Anne. Très bien. Euh, eh bien, la théorie des 50 petites cuillères, c'est la suivante. Elle permet aux gens qui sont en burn-out de mieux comprendre où ils en sont dans leur niveau d'énergie, mais aussi d'expliquer à leur entourage comment ça fonctionne leur burn-out et quel impact ça a sur leur quotidien. Alors, la théorie des 50 petites cuillères, ça dit quoi? Ça veut dire qu'une personne en bonne santé, nous tous, on va dire il y a 20 ans environ, on se réveille le matin et on a 50 petites cuillères. D'ailleurs, je les ai toujours avec moi, les petites cuillères d'énergie. 50 petites cuillères à sa disposition et on va les dépenser tout au long de la journée. Par exemple, je me prépare le matin, 2 petites cuillères d'énergie. Mais si j'ai des enfants, pour qu'ils soient à l'heure à l'école, comptez 2 petites cuillères en plus. Si c'est des ados, vous en rajoutez une supplémentaire. Tout à fait. Et pendant la journée, on va continuer à dépenser ces petites cuillères. En bout de journée, on les a dépensées, les 50, une bonne nuit de sommeil, et on redémarre avec 50 petites cuillères. Le problème pour les gens en burn-out, c'est que suite au déclenchement de leur burn-out, ils n'ont plus 50 petites cuillères. Et pourquoi? Je vais utiliser une autre image pour vous l'expliquer. Pour moi, le burn-out, c'est comme si on était un barrage, nous,
Et dans la période pré-burnout, eh bien, ce barrage, au lieu d'être paisible avec de l'eau pas trop sous pression, pas trop de vent, un peu de soleil, eh bien, dans la phase pré-burnout, ce barrage est de plus en plus sous pression. Pourquoi? Parce qu'on court beaucoup, parce qu'on a du stress, parce qu'on a des pensées anxiogènes et tout ça vient nous mettre sous pression. Dans cette phase-là, c'est encore assez facile d'avoir ces 50 petites cuillères. On en dépenserait même volontiers 55 ou 60 parce que pour faire tout ce programme, eh bien, ça demande beaucoup d'énergie. Le problème pour les gens en burn-out, c'est que à un moment, ce barrage, il lâche. C'est vraiment l'instant dans lequel on tombe dans le burn-out. Quand je vous dis, je me suis réveillée un samedi matin, je pouvais pas me lever, eh ben, c'est parce que là, mon barrage a lâché. Petite brèche, petit burn-out, grande brèche, grand burn-out. Toujours est-il que par cette brèche, toute l'eau, mon énergie, l'énergie vitale, s'engouffre et elle s'en va. C'est instantané. Et alors, on va essayer de redresser un petit peu la situation, de réparer ce barrage et on va se demander, mais en fait, combien d'énergie me reste-t-il? Derrière ce barrage, toute l'eau est partie ou une grande partie. Et moi, par exemple, le samedi matin où je me suis réveillée, en réalité, je n'avais plus que 3 petites cuillères à ma disposition. Je vous dis que j'ai dormi 18 heures par jour. Euh, J'avais vraiment pas l'énergie de faire autre chose. Et même les 6 heures où j'étais réveillée, en réalité, je n'avais que ces 3 petites cuillères. Alors, je vais dire ce que j'en faisais. En réalité, je me réveillais le matin et après 2 heures dans mon lit, je me disais, bon, il faut que je me lave. Et je prenais une petite cuillère pour me laver. Et je retournais me coucher 2 heures. Parce que j'étais épuisée de m'être lavée juste. Et puis, pour 16 heures, l'heure où les enfants rentraient de l'école, je voulais être habillée. Parce que je voulais pas qu'ils aient une maman en pyjama pendant des mois. Donc, je utilisais ma deuxième petite cuillère juste pour m'habiller. Et puis après, je retournais dans ma chambre et à l'heure du repas que quelqu'un d'autre avait cuisiné, je venais m'asseoir en famille juste pour passer un moment avec mon mari et mes enfants. Et ça, c'était ma troisième petite cuillère. Donc, faut pas demander à quelqu'un qui est en burn-out d'en faire plus. Il aimerait déjà tellement en sa tête, aimerait tellement ne pas avoir craqué et continuer comme avant. Mais c'est le corps qui ne le permet plus parce qu'il a plus de petite cuillère d'énergie. Et quand on va remonter la pente, bah, heureusement, le corps est bien fait, les petites cuillères vont revenir. Mais même si vous vous reposez bien, si vous faites tout ce que Florence vous explique dans ses podcasts, eh bien, le retour des petites cuillères se fait en dents de scie. C'est-à-dire que, par exemple, un jour, vous avez 10 petites cuillères, vous vous dites, ah, ça va mieux. Et puis le lendemain, vous n'en avez que 5. Alors c'est la grande déprime de, mais pourtant, j'ai rien fait. Il faut accepter que l'énergie revient en dents de scie. Et donc pouvoir aussi expliquer à son entourage, vous savez, aujourd'hui, je pensais aller, je sais pas moi, faire cette activité en famille avec vous ou avec mes amis, mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai pas de petite cuillère. Je suis désolée, je vais devoir annuler. Faut pouvoir se respecter et comprendre et communiquer que on n'a plus de petite cuillère. Ou en fin de journée, dire aujourd'hui j'avais une bonne journée, mais vous savez quoi, j'ai plus de petite cuillère. Donc moi, maintenant, désolée, mais c'est pas moi qui vais faire le repas. Voilà. J'espère que ça clarifie un peu cette manière qu'on peut, euh, cette manière un peu ludique, hein, les petites cuillères, c'est pas trop dramatique, pour accepter soi-même ces fluctuations d'énergie et les faire comprendre à son entourage. Oui, je trouve que c'est vraiment très parlant justement parce que c'est un peu ludique, un peu léger, donc c'est facile à comprendre. Et c'est vrai que même quand on a des enfants jeunes, par exemple, pouvoir leur expliquer comme ça, c'est extraordinaire parce que ça, ils vont le comprendre facilement. Et pour la personne même, c'est vraiment très très important parce que, bon, comme vous, Anne, je constate beaucoup avec les personnes que j'accompagne, et je l'ai vécu moi-même, le fait qu'effectivement le retour de l'énergie n'est pas linéaire. Donc, être en capacité de mieux gérer cette énergie, c'est vraiment indispensable. Et c'est ça aussi qui va conditionner en partie le succès de cette reconstruction de burn-out, de pouvoir gérer le peu qu'on a correctement pour ne pas se réépuiser totalement à chaque fois. Et Ouais. bah, quand on Je, Ouais, allez-y, J'aurais allez-y. envie de rebondir, Florence, sur ce que vous dites. Dans le guide du burn-out, je parle du flux d'énergie. Il faut patiemment
remplir pour que notre plein potentiel d'énergie revienne. C'est quoi l'idée? C'est que avant le burn-out, pendant des années, on a pris dans nos réserves. Peut-être parce qu'on en faisait trop ou parce que cette anxiété, ces pensées difficiles, en réalité, nous pompaient beaucoup d'énergie. Et donc, on arrive tous avec notre flux d'énergie sur Terre. Et avant le burn-out, on a eu tendance à prendre plus d'énergie que ce qu'on remplissait chaque jour. Et donc, le flux d'énergie, son niveau baisse. Mais au moment où le barrage lâche, c'est comme si vous renversiez votre flux d'énergie, où il se renverse tout seul, et vous perdez une grosse quantité d'énergie. Donc, il reste pas énormément dans ce flux d'énergie. Et il faut patiemment remplir son flux d'énergie pour que la machine se remette en route. C'est comme une pompe. Si vous voulez vider l'eau de votre cave avec une pompe, eh bien, si vous branchez la pompe euh, et vous espérez qu'elle fonctionne immédiatement, ça va faire vous n'allez pas vider votre cave. Toute personne qui a essayé de faire ça sait qu'il faut d'abord amorcer la pompe, c'est-à-dire qu'il faut que le tuyau se remplisse d'eau, la pompe se remplit d'eau, et alors si on l'allume à ce moment-là, eh bien on va pouvoir vraiment avoir un gros jet d'eau qui sort, d'accord? C'est la même chose pour notre pompe vitale à énergie. Le flux d'énergie doit être rempli suffisamment pour que le corps produise à nouveau un bon niveau d'énergie. Ce qui veut dire par rapport aux petites cuillères, admettons que vous remontez, vous êtes à 20 petites cuillères. Si ce jour-là, vous n'en utilisez que 15 ou 17, eh bien, c'est super parce qu'alors vous pouvez mettre 3 ou 5 petites cuillères en réserve dans votre flux d'énergie pour le reconstituer. Et c'est comme ça et seulement comme ça que, on va éviter de redémarrer trop vite, c'est-à-dire, j'ai 15 petites cuillères, mais en fait, j'en dépense 20. Ah, alors je prends de nouveau dans mes réserves. Alors je remonte pas la pente, je ne me soigne pas. Et au-delà du fait qu'on risque d'en dépenser trop si on ne fait pas attention, c'est vraiment important de thésauriser, de mettre de côté des petites cuillères pour reconstituer son stock vital. Je pense que c'est un des soucis dans la manière dont on informe les gens comment sortir de leur burn-out. On les invite à redémarrer dès qu'ils le peuvent. Et en réalité, il faut d'abord reconstituer ses réserves et apprendre à ne pas aller au-delà de ses limites du jour. Aujourd'hui, c'est 15 petites cuillères. Je n'en dépense pas plus. Demain, j'ai 25. Super, je peux faire un peu plus. Mais pas aller au-delà de ces limites quand on est déjà en réalité affaibli par le burn-out. Tout à fait, tout à fait. Je trouve que c'est tellement parlant. C'est presque un compte d'épargne énergie, hein. Oui, C'est vraiment très, très important de le reconstituer avant de redémarrer. Et effectivement, je vois tellement de personnes redémarrer beaucoup trop tôt parce qu'il y a l'envie, hein, il y a l'envie bien sûr bien de sûr. d'y aller et que ça a été compliqué de ne rien faire et on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir reprendre, mais reconstituer vraiment ce compte d'épargne énergie, ce stock de petites cuillères, je trouve que c'est génial, ça parle Oui. tellement, c'est Et extraordinaire. puis, on vit dans une société, Florence, où les gens attendent de vous que vous soyez dynamique. C'est un peu les réseaux sociaux. On est toujours en forme, on a toujours des projets formidables. Et non, parfois c'est le temps de la maladie ou le temps de la récupération. Et c'est très difficile de regarder la société continuer à vivre très rapidement et s'imaginer qu'ils ont une opinion sur le fait qu'on soit à l'arrêt. C'est très frustrant, culpabilisant. Euh, mais se soigner, ça passe par la case vraiment faire une gestion très fine de ces petites cuillères d'énergie et ne pas vouloir redémarrer trop tôt. C'est ça le risque de rester affaibli ou de pas sortir du burn-out, c'est de se remettre en route trop vite. Non, d'abord, on remplit son flux d'énergie. Tout à fait, tout à fait. Et c'est donc du coup prendre ce temps aussi pour apprendre à mieux se connaître et à être capable Oui, d'évaluer le nombre de petites cuillères qu'on a finalement le matin au réveil, hein, parce que c'est oui. vrai que c'est pas le plus évident. Alors en sophro, on a bien sûr beaucoup de techniques pour écouter ça. Je ne sais pas comment vous aidez les personnes justement à aller prendre plus conscience bah, où est-ce que j'en suis là, combien en vrai, combien j'ai de petites cuillères ce matin. Oui, je pense que c'est de l'observation, Florence. Il faut apprendre à s'écouter en réalité et on nous a jamais appris à Jamais. faire ça avant, hein.
Surtout, ne t'écoute pas, fais bonne figure, fais ce que la société attend de toi, etc. Donc, ici, c'est vraiment un temps de repos et c'est pour ça que ça prend pas mal de temps parce qu'il y a une vraie introspection à faire. En réalité, quand on me demande qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour sortir d'un burn-out, pour moi, il y a trois volets. Il y a le volet médecin parce que ça crédibilise votre maladie. Sinon, c'est bah, t'es fatigué, bouge-toi. T'as qu'à manger mieux et dormir plus. Non, il faut un médecin qui établisse un diagnostic, qui éventuellement prolonge vos arrêts maladie, qui est le garant que on est dans un processus de maladie voilà, avec une évaluation régulière par un médecin. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est seulement parler avec un thérapeute de ce qui vous arrive. Parce que votre tête a juste assez d'énergie que pour avoir des pensées qui tournent en boucle de qu'est-ce que les gens vont penser, c'est horrible, je suis en colère contre mon collègue ou mon patron, ou je suis en colère contre moi, j'ai pas été à la hauteur, et ça tourne en boucle, c'est épuisant. Et avec ce thérapeute, on va pouvoir voir quelles ont été les sources d'épuisement. Est-ce que c'était plutôt privé, plutôt professionnel, les deux? Donc, il faut faire la liste de où on s'est épuisé et puis pourquoi j'ai pas mis mes limites, pourquoi j'ai pas introduit du changement et qu'est-ce que j'aurais voulu comme changement d'ailleurs si j'avais pu. Et puis, il va falloir mettre ce changement en œuvre. C'est très difficile parce que on aime bien ses habitudes, le changement fait toujours un peu peur. On va devoir explorer de nouvelles pistes parce qu'il y a que ça qui va nous aider à transformer notre vie pour ne plus s'épuiser. Et ça, il faut le faire avec un vrai thérapeute, s'il vous plaît, formé. J'ai pas tellement de préférence entre coach et psychologue, mais quelqu'un qui a une formation solide sur le burn-out. Et plus le burn-out est sévère, plus il faut quand même se tourner pour moi vers un psychologue bien formé. Euh, voilà. Et alors, la troisième étape indispensable, c'est se réconcilier avec son corps. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, le burn-out, c'est un divorce entre la tête qui veut un tas de choses. C'est très mental, c'est très cérébral. On a plein de croyances, on se sent obligé on croit qu'on doit. Et le corps qui, lui, il a toujours raison. C'est notre meilleur ami. En fait, il nous a pas lâchés avec le burn-out. Il nous a sauvé la vie. Il a tiré la sonnette d'alarme et il a fait s'arrêter le train en disant, oh, ça va pas ici. La tête, elle raconte n'importe quoi. Et il faut que ces deux-là se réconcilient. Pour ça, pour moi, il faut faire quelque chose comme ce que vous faites, Florence, c'est de la sophrologie ou du yoga ou de la marche douce, mais prendre le temps de réécouter ce qui émerge du corps. Toutes nos émotions viennent du corps. Le cœur a un tas de choses à nous dire. Et il faut prendre le temps de se réconcilier vraiment et d'apprendre à écouter son corps. Euh, voilà, maintenant j'ai perdu le fil, Florence, mais c'était vraiment l'idée, c'est quoi les étapes et vraiment beaucoup de douceur pour notre corps. Non, c'est tout à fait ça. Et alors justement, donc nous en France, on a effectivement beaucoup de difficultés par rapport à ce suivi parce qu'il n'y a aucun parcours balisé. Donc les personnes Oui. en burn-out ont beaucoup de mal à savoir vers qui se tourner. Et vous, Anne, vous êtes basée en Belgique et je crois qu'en Belgique, vous faites les choses un peu différemment et j'aimerais beaucoup que vous nous en parliez. Mm. Alors, en Belgique, comme en France, il y a énormément de burn-out. Il y a vraiment une explosion. Les gens craquent. Et il se trouve que dans nos ministères du travail et de la santé, on a trouvé que la facture était salée pour les autorités, au-delà évidemment du drame humain individuel de chaque personne qui passe par cette épreuve. Et déjà, il y a 5 ans maintenant, on a commencé un projet pilote qui a été de très longue durée. Donc, le projet a duré 4 années entières. Et on a voulu vérifier si on récupérait les gens qui avaient les premiers symptômes de burn-out pendant qu'ils travaillaient encore ou avec des gens qui venaient d'avoir le diagnostic de burn-out et qui étaient en arrêt maladie, mais depuis peu de temps. Si on leur proposait une approche multidisciplinaire, est-ce que on obtenait des résultats? Et les résultats ont été tellement extraordinaires que c'est devenu un programme qui est maintenant subsidié par les autorités dans plusieurs centres en Belgique qui doivent se faire agréer. Et se faire agréer à quoi? Eh bien, à proposer cette approche multidisciplinaire. C'est-à-dire que il va falloir un suivi par un médecin formé au burn-out. 2, on va proposer soit des séances individuelles avec un psychologue, soit des groupes de parole animés par un psychologue.
et on va proposer une activité corporelle. Typiquement, de nouveau, sophrologie, yoga, massage, pour cette réconciliation avec le corps. Et les résultats ont démontré qu'en 3 à 6 mois, on sortait les gens de la zone du burn-out, c'est-à-dire que ceux qui étaient encore au travail ont pu y rester majoritairement, et ceux qui étaient en arrêt maladie ont pu retourner très rapidement travailler. Et pas retourner avec le bâton de sinon on vous coupe les indemnités, la sécurité sociale. Non, non, parce qu'ils sont de nouveau suffisamment solides que pour pouvoir retravailler. Donc, on pense aujourd'hui qu'une période de 3 à 6 mois, donc pour des burn-out pas trop lourds, hein, parce que si vous êtes en burn-out sévère depuis longtemps, c'est plus complexe. Mais pour les gens qui étaient en phase première de burn-out, c'est en 3 à 6 mois, on les a ramenés à une réelle solidité. En réalité, on a ramené du calme sur leur barrage. Et donc, le barrage est plus à risque euh, de lâcher. Donc oui, c'est une belle expérience. Les gens sont vraiment très très contents. Moi, enfin, j'en suis vraiment convaincue. Je le disais déjà dans le guide du burn-out il y a 8 ans que c'est cette combinaison-là qui sortira du burn-out. Mais maintenant, en plus, c'est prouvé scientifiquement. Donc, je suis ravie. C'est génial. À vous maintenant de nous suivre en France. Mais oui, et c'est formidable qu'il y ait ce type d'expérience, parce qu'effectivement, ça prouve tout ce que vous, moi et les autres spécialistes du burn-out n'arrêtent pas Oui. de dire, c'est-à-dire qu'il faut un accompagnement pluridisciplinaire, un accompagnement vraiment complet pour pouvoir se remettre. On s'occupe de la tête, certes, mais aussi du corps. Il faut impérativement les deux et être bien accompagné le long du chemin. Et là, oui, on peut avancer, on peut s'en remettre et on peut retrouver une vie pleine et entière sans aucun problème. Je Merci d'avoir partagé vraiment cette expérience, Anne, avec nous, parce que c'est vrai qu'en France, on ne nous en parle pas beaucoup. Et c'est bien dommage parce que je trouve il y a là un exemple à suivre. Et je pense que ça va pouvoir, j'espère, inspirer beaucoup de monde pour continuer à avancer sur ce domaine-là. Anne, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Je pose en général à mes invités une petite question avant de la laisser repartir, qui est qu'est-ce qui vous permet de trouver la sérénité dans votre quotidien? Est-ce qu'il y a un petit truc que vous voulez nous partager? Alors, il y a deux choses qui m'aident énormément. J'ai pris conscience que si je démarre ma journée et je cours jusqu'au soir avec ma liste de choses à faire, eh bien, j'ai une fébrilité toujours. Je dois rester vigilante. Et j'ai compris qu'en faisant des petites pauses régulièrement, au moins une fois par heure, je me lève de ma chaise de bureau, je vais boire de l'eau, je vais regarder par la fenêtre quelques instants et là, je vais prendre conscience de ma respiration, c'est-à-dire que je vais me dire, ah tiens, elle est un peu rapide. Bon, alors, je vais respirer plus lentement, hein, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Donc, j'inspire en comptant jusqu'à 5 et j'expire en comptant jusqu'à 5. Et je le fais quelques fois et ça me ramène un calme qui me donne accès à mon intuition, à de meilleures idées. Donc ça, c'est vraiment au quotidien, je le fais tout le temps. En fait, c'est devenu vraiment une seconde peau. Enfin, en tout cas, je respire consciemment, régulièrement dans des moments de pause. Et quand c'est pas suffisant, parce que ça m'arrive comme à tout le monde, par exemple en ce moment avec l'actualité, même si j'essaye de pas lire les détails, je croise quand même cette actualité anxiogène. Eh bien, vraiment, mon astuce, c'est d'aller marcher dans la nature. Là où il y a du vert, ça peut être dans un parc si j'ai pas le temps, et un peu plus loin, peut-être en forêt ou dans les champs si j'ai l'occasion. Mais un parc, ça marche déjà. Et je vais marcher 20 minutes. Et je vais me vider la tête. Et la nature est tellement bienfaisante qu'elle me ramène à un état de calme. Et j'oublie toutes ces choses anxiogènes, en fait. Donc, la respiration et aller marcher dans le vert, c'est vraiment mes deux astuces sérénité au quotidien. Génial, merci Anne. Alors je précise pour les auditeurs qui me connaissent que Anne et moi n'avons pas parlé de sa réponse avant et que donc c'est vraiment bon signe que nous ayons le même genre de réponse parce que c'est exactement ce que je conseille et donc j'espère que ça fera beaucoup rire nos auditeurs parce que rire c'est aussi très très bon pour la santé. Anne, où Ça donne des peut-on... petites cuillères. Elle donne plein de petites cuillères le rire. Oui, Où c'est vrai. peut-on en savoir plus sur ce que vous proposez? Où peut-on vous suivre? On mettra tout ça dans les notes, mais n'hésitez pas déjà à partager. Alors, euh, j'ai un site internet
Mais comme je travaille dans plusieurs langues, le nom du site est en anglais, mais ça, pour vous et certains de vos auditeurs, c'est parfait. Donc, ça s'appelle 50 Spoons, comme 50 cuillères. Donc, 50, le chiffre 50, spoons.com. Et là, on voit tous les services qu'on offre. Euh, Moi, je me suis concentrée aujourd'hui davantage sur la prévention parce que je trouve que dans l'aide à la sortie du burn-out, on commence à avoir vraiment des pistes intéressantes comme votre Burnout Academy qui forme les thérapeutes, c'est très utile. Je trouve qu'en prévention, on peut faire davantage. Donc moi, c'est ma mission actuellement. Donc je travaille beaucoup en entreprise, mais aussi avec des centres médicaux pour former des thérapeutes. Euh, et je partage beaucoup les petites cuillères dans ce travail-là. Mais donc 50spoons.com ou bien évidemment sur les réseaux sociaux, principalement LinkedIn et Facebook. Formidable. Merci beaucoup Anne de nous avoir apporté votre sagesse dans cet épisode. Ce fut un grand plaisir de vous avoir. Le soleil arrive au moment où on parle de sagesse. Merci Florence, merci beaucoup pour votre travail. C'est vraiment important de transmettre l'information, d'inspirer. Merci Anne. Je vous dis à bientôt et je dis à bientôt à tous nos auditeurs pour un nouvel épisode de Breakthrough Burnout, le podcast qui vous aide à comprendre et revivre.